Je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait un mardi matin ordinaire. Le café était encore chaud dans ma tasse quand j'ai remarqué que ma chemise en soie préférée, celle que mon mari m'avait offerte pour notre 30e anniversaire, n'était plus dans mon armoire. Cette chemise bleu marine avec des broderies d'or et que je gardais précieusement pour les occasions spéciales. Mon cœur s'est serré sans que je comprenne vraiment pourquoi. Peut-être était-ce au pressing, peut-être l'avais-je simplement mal rangée. Mais quelque chose au fond de moi murmurait que ce n'était pas aussi simple. 3 jours plus tard, je l'ai vue. Elle marchait dans notre quartier, cette femme que je ne connaissais pas, portant ma chemise. Celle-là même avec la petite tache de vin rouge près du col que je n'avais jamais réussi à faire partir complètement. Mon sang s'est glacé. Comment était-ce possible? Je me suis approchée d'elle, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Elle devait avoir 30 ans, peut-être moins. Belle, avec de longs cheveux au burn qui cascadaient sur ses épaules. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, de la peur, de la culpabilité. Elle a accéléré le pas et a disparu au coin de la rue avant que je puisse dire un mot. Si vous regardez cette histoire en ce moment, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces récits de vie qui nous touchent tous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires bouleversantes qui vous apprendront. Tant sur la nature humaine et les épreuves que nous traversons, chaque histoire ici est une leçon de vie. Je suis rentrée chez moi dans un état second. Mon mari Pierre était dans son bureau comme toujours, penché sur ses dossiers d'architecte. Nous avions construit notre vie ensemble pendant 35 années de bonheur, pensais-je. Nous avions 2 enfants magnifiques, aujourd'hui adultes et installés dans leur propre vie. Notre maison était payée, nous avions économisé pour notre retraite. Tout semblait parfait en surface. Mais cette maudite chemise sur le dos d'une inconnue avait fissuré le vernis de ma réalité. J'ai attendu le soir pour lui poser la question. Nous étions à table, comme chaque soir depuis des décennies, le même silence confortable. Sauf que ce soir-là, le silence était lourd, oppressant. « Pierre !» ai-je commencé d'une voix que je voulais faire mais qui tremblait légèrement. « Tu n'aurais pas vu ma chemise bleue? Celle avec les broderies ?» Il a levé les yeux de son assiette, son visage ne trahissant rien. « Quelle chemise ?» a-t-il demandé. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper imperceptiblement. « Tu sais très bien laquelle, celle que tu m'as offerte. Je l'ai vue sur une femme dans la rue aujourd'hui. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre a reposé sa fourchette lentement, trop lentement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Chloé Séqué, tu dois te tromper. » Mais je ne me trompais pas. Une femme sait quand son mari ment. Après tant d'années ensemble, on reconnaît chaque mec, chaque hésitation, chaque fuite du regard, il mentait. Et cette certitude m'a déchiré plus violemment que n'importe quelle vérité brutale. J'ai insisté, j'ai décrit la femme. J'ai décrit la tache de vin. J'ai vu la couleur quitter son visage progressivement. Puis il s'est levé brusquement, faisant grincer sa chaise contre le carrelage. « Tout va bien sparano. Ok. » a-t-il lancé avant de quitter la pièce, paranoïaque comme si mes 30 ans de dévouement. De confiance aveugle, ne méritait même pas une explication honnête. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à côté de cet homme qui ronflait paisiblement. Comme si de rien n'était, et j'ai senti mon monde s'effondrer en silence. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Combien de signes avais-je ignorés? Les retards de plus en plus fréquents, les voyages d'affaires qui se multipliaient. Ce nouveau parfum dans sa voiture qu'il avait attribué à une collègue qui l'avait raccompagné. Les appels auxquels il répondait en sortant de la pièce. Tous ces détails que j'avais balayés d'un revers de main parce que je faisais confiance. Parce que Pierre était mon roc. Mon partenaire Shell, l'homme de ma vie. Le lendemain matin, Pierre est parti tôt pour un soiseau avec un client. J'ai attendu qu'il quitte la maison, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 35 ans de mariage. J'ai fouillé, j'ai ouvert les tiroirs de son bureau. J'ai vérifié les poches de ses vestes, j'ai parcouru les relevés bancaires que nous gardions dans le classeur du salon. Et là, mon univers a basculé définitivement. Des retraits en espèces, beaucoup de retraits. 500 € ici, 700 € là, 1000 € le mois dernier. Des sommes importantes que je n'avais jamais remarquées parce que je faisais confiance à Pierre pour gérer nos finances. Il avait toujours été doué avec les chiffres. J'avais toujours été heureuse de lui laisser cette responsabilité. En calculant rapidement, j'ai réalisé qu'il avait retiré plus de 15 000 € en 6 mois. 15 000 € de notre épargne commune, l'argent que nous avions mis de côté pour nos vieux jours, pour les voyages que nous avions promis de faire une fois à la retraite, pour la sécurité de nos enfants si quelque chose nous arrivait. Cet argent avait disparu en espèces, sans laisser de traces, sans explication. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber les papiers. La trahison financière s'ajoutait à la trahison sentimentale. Il m'avait pas seulement trompé avec une autre femme. Il avait volé notre avenir. J'ai continué à chercher, mue par une force que je ne me connaissais pas. Dans une vieille veste au fond de son placard, j'ai trouvé un reçu de restaurant. Un restaurant chic en centre-ville. La date remontait à 3 semaines. 250 € pour un dîner.
Le même soir où il m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau, j'ai senti la nausée monter. Combien de fois m'avait-il menti? Combien de soirées romantiques avait-elle partagées avec elle pendant que je l'attendais à la maison? Préparant des repas qu'il mangeait à peine en prétextant qu'il avait grignoté au travail, puis j'ai trouvé le téléphone. Un vieux téléphone portable caché dans une boîte à chaussures sous une pile de pulls. Mes doigts tremblaient en l'allumant. Il n'était pas protégé par un code. L'arrogance de Pierre? Sans doute. L'assurance qu'il ne serait jamais découvert. Les messages étaient là, des disamants, des centaines de messages, ma chérie. Ton amour, tu me manques, j'ai hâte de te revoir. Chaque mot était un coup de poignard. Mais ce n'était rien comparé aux photos. Des photos d'eux ensemble, dans des restaurants, dans des hôtels. Des photos intimes que je ne peux même pas décrire sans que mon cœur se brise à nouveau. Et dans l'une de ces photos, elle portait ma chemise. Ma chemise qu'il lui avait offerte comme si elle ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Son nom était Amélie. 28 ans selon son profil sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé grâce au numéro dans le téléphone et fin de 8 ans. Plus jeune que notre fille. Elle travaillait comme assistante dans le cabinet d'architecture où Pierre était associé. Bien sûr, lequel il l'a cliché parfait. Le patron et sa jeune assistante. Comment Vague ait pu être aussi stupide? Les indices étaient tout là. Il m'avait même parlé d'elle. Nous avons embauché une nouvelle assistante, très compétente. Elle m'aide beaucoup avec les nouveaux clients. J'avais même été heureuse pour lui. Heureuse qu'il ait de l'aide. Heureuse qu'il puisse rentrer plus tôt certains soirs, alors qu'en réalité, il rentrait plus tard parce qu'il était avec elle. J'ai passé des heures assises par terre dans notre chambre, ce téléphone entre les mains, à lire leur correspondance, à découvrir leur histoire. Cela durait depuis plus d'1 an. 1 an pendant lequel il m'embrasse et le matin avant de partir travailler. 1 an pendant lequel nous faisions l'amour de temps en temps, ces étreintes mécaniques que j'attribuais à la routine du couple. 1 an pendant lequel il célébrait nos anniversaires, nos fêtes de famille, en jouant le mari parfait. Tout n'était que mensonge. Notre vie entière n'était qu'une façade. Dans leur message, ils parlaient d'avenir. Elle voulait qu'il me quitte. Il disait que c'était compliqué. Qu'il fallait attendre le bon moment. Qu'il ne voulait pas me faire de mal. M'être faire de mal, comme si ce qu'il faisait déjà n'était pas suffisamment destructeur. Il parlait aussi d'argent. Elle avait des dettes. Il aidait à elle, voilà où partait notre épargne. Pour payer les factures de sa maîtresse, pour lui offrir des cadeaux. Pour financer leur histoire d'amour pendant que je vivais dans l'ignorance, confiante et fidèle. Le plus douloureux était de lire à quel point il semblait amoureux. Les mots qu'il lui écrivait, il me les avait jamais dit. Pas même au début de notre relation, tu illumines ma vie. Tu me fais me sentir jeune à nouveau. Avec toi, je me sens vivant. Chaque phrase était une négation de notre histoire. Si elle le faisait se sentir vivant, qu'est-ce que j'étais alors? Une morte vivante qui partageait sa maison? La mère de ses enfants qu'il tolérait par obligation? La vieille épouse qu'il fallait garder pour les apparences? J'ai entendu la voiture dans l'allée Kir et Pierre rentrait. J'ai remis le téléphone dans la boîte sous les pulls, et je suis descendue. Mon visage devait être ravagé par les larmes et je m'en fichais. Il est entré avec son sourire habituel. « Bonsoir, chérie. Bonne journée », j'ai eu envie de hurler. De lui jeter tous les objets à portée de main. Mais je me suis retenue. Quelque chose en moi voulait le voir mentir encore. Voulait mesurer l'étendue de sa trahison. « Très bonne, ai-je répondu d'une voix étonnamment calme. « Et toi ?» Il a raconté ça journée 1 nouveau projet. Un client exigeant, des problèmes avec un fournisseur. Tout sonnait tellement normal, tellement crédible. C'était un menteur extraordinaire. Pendant le dîner, je l'ai observé. Vraiment observé comme si je le voyais pour la première fois. Les rides autour de ses yeux, ses cheveux grisonnants, ses mains que je connaissais si bien. Cet homme avec qui j'avais construit une vie. Cet homme qui avait été présent à la naissance de nos enfants. Qui m'avait tenu la main quand ma mère était morte. Qui avait pleuré de joie le jour où nous avions acheté cette maison. Était-ce le même homme qui envoyait des messages enflammés à une femme assez jeune pour être sa fille? Qui dilapidait nos économies pour impressionner sa maîtresse? Qui me regardait maintenant en façant me demandant de passer le sel comme si tout était normal? Cette nuit-là encore, je n'ai pas dormi. Mais cette fois, ce n'était plus seulement la douleur qui me tenait éveillée. C'était la colère, une colère froide, calculatrice, qui grandissait en moi comme une marée montante. Pierre m'avait prise pour une idiote. Il pensait pouvoir continuer indéfiniment. Avoir sa femme dévouée à la maison et sa jeune maîtresse ailleurs. Dépenser notre argent sans que je ne remarque rien. M'être mentir en face en sachant que je gobais chaque mensonge avec un sourire naïf. Mais il avait fait une erreur. Il avait donné ma chemise à cette femme. Cette erreur allait tout changer. Le lendemain était un vendredi. Pierre m'a annoncé qu'il avait un déplacement professionnel pour le week-end. Un projet important dans une ville voisine. Il partait dans l'après-midi et reviendrait dimanche soir. J'ai hoché la tête avec un sourire compréhensif. Bien sûr, mon chéri. Fais bon voyage, il a semblé soulagé de ma réaction. Peut-être même surpris que je ne pose pas plus de questions. Il a préparé son sac rapidement,
m'a embrassé sur le front avec une tendresse qui m'a donné envie de vomir, et il est parti. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai repris le téléphone caché. J'avais raison, il avait menti. Pas de déplacement professionnel, un week-end romantique avec Amélie dans un hôtel de luxe en bord de mer. L'hôtel était réservé à son nom de chambre avec vue sur l'océan. Dîner gastronomique prévu pour le samedi soir. Tout était planifié, tout sauf ma découverte. Tout sauf le fait que cette fois, j'allais agir. J'ai appelé notre fille, Sophie. J'avais besoin d'elle sans vraiment savoir pourquoi. Le simple son de sa voix m'a fait craquer. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de voix. » Je ne pouvais plus retenir mes larmes, j'ai tout déballé. La chemise sur la femme, les messages, l'argent le week-end prévu. Sophie a écouté en silence puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, j'ai toujours su que papa n'était pas aussi parfait qu'il le prétendait. Viens chez moi, tout de suite. Ne reste pas seule dans cette maison. » Mais je ne voulais pas partir. Cette maison était la mienne autant que la sienne. J'avais passé des années à la décorer, à l'entretenir, à en faire un foyer. Je n'allais pas la fuir comme une coupable. Le coupable, c'est lui qui devrait avoir honte. Sophie a insisté pour venir me voir. Elle est arrivée 1 heure plus tard avec notre fils, Thomas. Ils m'ont serré dans leurs bras et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies. Mes précieux enfants étaient là pour moi quand leur père m'avait abandonné pour une version plus jeune de ce que j'avais été. Thomas voulait confronter son père immédiatement. Il était furieux, prêt à conduire jusqu'à cet hôtel pour détruire leur week-end romantique. Mais Sophie, toujours plus réfléchie, a proposé autre chose. « Maman, a-t-elle dit en me tenant les mains, tu dois le prendre sur le fait. Tu dois avoir des preuves irréfutables. Pour le divorce, pour protéger tes droits. Pour récupérer l'argent qu'il a volé, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Les messages sur un téléphone caché, les relevés bancaires, ce n'était pas suffisant. Il pouvait tout nier, prétendre que ce n'était pas son téléphone. Que les retraits étaient pour des raisons professionnelles. Je devais le voir, de mes propres yeux. Dans notre lia avec elle, nous avons élaboré un plan. Le samedi matin, très tôt, je prendrai la voiture et je conduirai jusqu'à l'hôtel. Je demanderai un double de la clé en prétendant être sa femme qui voulait lui faire une surprise. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je prendrai des photos, des vidéos si possible, des preuves indéniables de son infidélité. Sophie insistait pour m'accompagner mais j'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seule. Une confrontation finale entre Pierre et moi. Un dernier acte dans la tragédie de notre mariage. Cette nuit du vendredi a été la plus longue de ma vie. J'ai imaginé 100 fois la scène. La porte de la chambre qui s'ouvre, leur surprise, leur honte peut-être. Mais c'est là seulement honteux. Ou serait-il soulagé que le secret soit enfin révélé? Pierre voulait-il enfin être libre de vivre sa nouvelle vie avec sa jeune maîtresse? Cette pensée me terrifiait plus que tout. L'idée qu'il puisse être heureux de ma découverte, qu'il puisse voir ma douleur comme une libération pour lui. Le samedi matin, je me suis réveillée à 5 heures. Je n'avais dormi que quelques heures, peuplée de cauchemars. Je me suis habillée avec soin. J'ai mis du maquillage pour cacher les cernes et les traces de larmes. Je voulais avoir l'air d'une forte porte, pas comme une victime brisée. J'ai pris mon sac, mes clairs, et je suis montée dans ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôtel a duré 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai oscillé entre la rage et le désespoir. 2 heures à me demander si j'avais vraiment le courage de faire ça. Je n'avais plus le choix. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. L'hôtel était magnifique. Un de ces établissements de luxe avec vue sur la mer, des jardins impeccables et un personnel discret et professionnel. Pierre avait vraiment bien fait les choses pour sa maîtresse. Combien avait coûté ce week-end? 1 000 €? 2 000. Notre argent. L'argent que nous avions gagné ensemble. L'argent de notre retraite. Tout ça pour impressionner une fille qui aurait pu être notre petite fille. Je me suis dirigée vers la réception, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'on l'entende. La réceptionniste m'a souri aimablement. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» J'ai pris une grande inspiration. Je suis Madame Moreau. Mon mari Pierre Moreau a réservé une chambre ici. Je voulais lui faire une surprise, mais j'ai oublié le numéro de chambre. Pourriez-vous me donner un double de la clé? La réceptionniste a consulté son ordinateur. Ah oui, Monsieur Moreau. Chambre 312. Mais je dois vous prévenir, il a spécifiquement demandé à ne pas être dérangé ces week-ends. C'est justement pour ça que je veux lui faire une surprise, et je insistais avec mon meilleur sourire. C'est notre anniversaire de mariage. Le mensonge est sorti si facilement. La réceptionniste a hésité puis elle a souri. C'est très romantique. Elle m'a tendu une carte magnétique. Voilà, 3e étage. J'ai pris la carte avec des mains tremblantes. Merci beaucoup. J'ai marché vers les ascenseurs comme dans un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Chaque pas me rapprochait de la vérité. De la fin de mon mariage. La destruction de tout ce que j'avais cru vrai pendant 35 ans. L'ascenseur montait lentement. Trop lentement?
Mon reflet dans les miroirs me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine pâle. Les yeux rouges malgré le maquillage, les lèvres serrées. J'avais 60 ans et je m'apprêtais à découvrir mon mari au lit avec une autre femme. Comment en était arrivé là? Qu'avais-je fait de mal? Étais-je devenue ennuyeuse? Peu séduisante? Avais-je négligé Pierre? Ces questions tournaient dans ma tête comme un manège infernal. Le 3e étage. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un couloir élégant, silencieux. La chambre 312 était au fond, près de la fenêtre donnant sur la mer. J'entendais le bruit des vagues au loin. Un bruit normalement apaisant qui ce matin semblait moqueur. J'ai marché jusqu'à la porte. Mon téléphone était dans ma main, prêt à prendre des photos. La carte magnétique dans l'autre main. C'était le moment, je ne pouvais plus reculer. J'ai passé la carte. Le voyant est passé au vert avec un petit bip. J'ai tourné la poignée dedans. Très doucement, la porte s'est ouverte sans bruit. La chambre était plongée dans la pénombre, les rideaux tirés pour bloquer le soleil matinal. Mais je pouvais voir le lit, le grand lit king size avec ses draps blancs en désordre. Et dedans, 2 silhouettes endormies, non enlacées. Mon cœur s'est arrêté. J'ai avancé de quelques pas, mon téléphone levé, prenant photo après photo. Le flash était éteint pour ne pas les réveiller tout de suite. Je voulais avoir toutes les preuves nécessaires avant la confrontation. Je me suis approchée encore. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait vaciller. La femme dans le lit ce n'était pas Amélie. Ce n'était pas la jeune assistante aux cheveux au burn que j'avais vue dans la rue. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je connaissais qu'enfant Valérie, la femme de notre meilleure amie, la marraine de notre fille. Celle avec qui nous passions tous nos dimanches depuis 15 ans. Celle qui me serrait dans ses bras en me disant que j'avais de la chance d'avoir un mari comme Pierre. Celle qui pleurait sur mon épaule quand elle se disputait avec son propre mari. Ma meilleure amie. Ou du moins, ce que je croyais être ma meilleure amie. Elle était là, dans le lit avec mon mari, portant une nuisette que je reconnaissais parce que nous l'avions achetée ensemble lors d'une virée shopping il y a 6 mois. Le choc était tel que j'ai failli lâcher mon téléphone. Amélie était une chose. Une jeune femme que je ne connaissais pas, une erreur de parcours, une crise de la cinquantaine, et Valérie, ma confidente, celle qui connaissait tous mes secrets, celle avec qui je partageais mes joies et mes peines. C'était une double trahison. Une trahison qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Non seulement Pierre me trompait, mais il le faisait avec la personne en qui j'avais le plus confiance après lui. Ma main tremblait tellement que les photos suivantes étaient probablement floues, mais je continuais à appuyer sur le bouton encore et encore. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse les arrêter. Je ne faisais plus attention au bruit. Je ne me cachais plus, et c'est là que Pierre a ouvert les yeux. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la confusion d'abord, puis la réalisation, puis la panique. « Chloé !» a-t-il dit d'une voix rauque de sommeil et de terreur. Valérie s'est réveillée à son tour. Elle m'a vue et a poussé un cri étouffé en remontant les draps sur elle comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. « Chloé, je peux tout expliquer », a commencé Pierre en se redressant, mais je l'ai coupé. « Eh, expliquer quoi exactement, Pierre ? Que tu me trompes non seulement avec une jeune assistante, mais aussi avec ma meilleure amie. Que tu passes des week-ends romantiques avec elle en utilisant notre argent. Que tu es un menteur et un voleur. » Le mot voleur l'a fait sursauter. « Je ne suis pas un voleur », a-t-il protesté faiblement. « Ah non ? Et les 15 000 € que tu as se retirés en espèces ces 6 derniers mois, c'était pourquoi ? Pour financer tes petites escapades ? Pour offrir des cadeaux à tes maîtresses ?» Il est devenu livide. « Comment tu sais ça ? » ?»« Comment je sais ? » ?»« Tu te fous de moi ? J'ai trouvé ton téléphone caché. J'ai lu tous vos messages, les deux Amélie et Valérie. Peut-être qu'il y en a d'autres dont je ne suis même pas au courant. » Valérie avait commencé à pleurer. « Chloé, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas, ça a juste... Sa voix s'est brisée. » Je me suis tournée vers elle. Ma rage décuplisse. « Tu ne voulais pas ? » ?»« Ça a juste quoi ? Ça a juste commencé par hasard. Tu as juste glissé par accident dans le lit de mon mari. » ?»« Pendant combien de temps, Valérie ? Pendant combien de temps tu me regardais dans les yeux en me mentant ? Pendant combien de dimanches tu t'asseyais à ma table, mangeais ma nourriture, tout en couchant avec mon mari ?» Elle sanglotait maintenant, incapable de répondre. Pierre avait enfilé un peignoir et s'était levé. Il essayait de s'approcher de moi, mais je reculais. « Ne me touche pas. Ne t'approche même pas de moi. » Il s'est arrêté, les mains levées comme pour se rendre. « Chloé, toi, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne t'aime plus, c'est aussi simple que ça. » Ces mots ont résonné dans la chambre comme une sentence de mort. Je ne t'aime plus, pas je t'aime encore, mais j'ai fait une erreur. Pas j'ai perdu la tête perte, non. Simplement, froidement, je ne t'aime plus. Depuis combien de temps ? Ma voix était étrangement calme maintenant. Depuis combien de temps tu ne m'aimes plus ? Il a baissé les yeux. Je ne sais pas. Quelques années fêteux, peut-être. Quelques années ? Pendant ces quelques années, il me disait qu'il m'aimait et il m'embrassait. Il me touchait. Il acceptait mes cadeaux d'anniversaire. Il souriait sur les photos de famille. Tout n'était que comédie. Et avec Amélie ? Et avec Valérie ?
Vous faites tous les deux partie d'un club ou quoi? Une collection de femmes que tu séduis pendant que ta vieille épouse stupide t'attend à la maison. Amélie c'est fini, a-t-il dit rapidement. Ça n'a duré que quelques mois. Elle est devenue trop possessive, trop exigeante. Je riais, mais c'était un rire sans joie. Ah oui, trop exigeante. Elle voulait quoi? Que tu respectes ta parole? Que tu quittes vraiment ta femme comme tu le lui avais promis? Pauvre petite Amélie. Elle ne savait pas qu'elle était juste une distraction avant que tu ne passes à la suivante. Et toi, Valérie, tu es quoi dans tout ça? La maîtresse permanente? Celle qui attend sagement son tour pendant que Pierre collectionne les aventures? Valérie s'était levée aussi, enroulée dans un drap. Son mascara avait coulé, lui donnant un air pathétique. « Je l'aime, Claude, je sais que tu ne peux pas comprendre, mais je l'aime vraiment. Nous nous aimons et c'est arrivé il y a 3 ans. Au début, nous avons essayé de résister, mais 3 ans. 3 ans pendant lesquels elle venait chez moi chaque dimanche. 3 ans pendant lesquels je lui confiais mes inquiétudes sur mon couple, sur l'éloignement que je sentais chez Pierre. Et elle me rassurait. Elle me disait que c'était normal après tant d'années de mariage, que tous les couples passaient par des phases difficiles, que je devais être patiente. Pendant tout ce temps, elle savait parce que c'était elle la cause de cet éloignement. Et ton mari, Bernard, il est au courant. Son visage s'est fermé, nous allons divorcer. Pierre et moi allons être ensemble officiellement. Ah, et je dis d'une voix qui ne me ressemblait plus. Comme c'est romantique. Vous allez détruire 2 mariages pour pouvoir vivre votre grand amour au grand jour. Et nos enfants? Sophie et Thomas considèrent Valérie comme une tante. Et les enfants de Valérie et Bernard voient Pierre comme un oncle. Vous avez pensé à eux? Ou est-ce que votre égoïsme est tellement grand qu'il y a plus de place pour rien d'autre? Pierre a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Chloé Patin, je comprends que tu sois en colère. Mais nous sommes des adultes. Nous avons le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux, et moi, j'ai quel droit? Pierre, le droit de découvrir après Tracing quand que tout était un mensonge? Le droit de me sentir vieille, laide, insuffisante? Le droit de réaliser que l'homme pour qui j'ai sacrifié ma carrière, mes ambitions, mon temps, me considère comme quantité négligeable? Ma voix montait maintenant, la rage prenant le dessus sur le contrôle. Tu parles de sacrifice, a dit Pierre avec une pointe d'agacement. Personne ne t'a forcé à arrêter de travailler. C'était ton choix, mon choix pour m'occuper de nos enfants. Pour tenir la maison pendant que tu construisais ta carrière. Pour être là chaque soir avec un repas chaud pendant que tu prétendais travailler tard alors que tu étais avec elle ou avec l'autre. Ou avec qui c'est combien d'autres femmes dont je ne sais même rien. Ne rejette pas la responsabilité sur moi. Pierre, tu as fait des choix. Tu as choisi de mentir, de voler ça, de trahir. Le silence qui a suivi était pesant. Valérie pleurait toujours. Pierre me regardait avec ce mélange de colère et de culpabilité. Et moi, je me tenais là, dans cette chambre d'hôtel de luxe, entourée des débris de ma vie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Et je demandais à personne en particulier. Entrer chez moi et faire comme si de rien n'était. Vous pardonnez et continuez notre petite vie tranquille. Pierre s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions divorcer. Je veux être avec Valérie et elle veut être avec moi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Chloé de Géry encore, ce rire amer qui ne me quittait plus. Ah, maintenant tu penses à ce que je mérite. Pas quand tu me mentais. Pas quand tu volais notre argent. Pas quand tu couchais avec ma meilleure amie dans mon dos en maintenant que tu es découvert. Maintenant tu te soucies de ce que je mérite. Comme c'est noble de ta part, il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. J'étais lâche. Et maintenant que tout est révélé, nous pouvons au moins être honnêtes à moi que le mot sonne est faux dans sa bouche. Très bien, et je dis en me redressant. Soyons honnêtes, tu veux divorcer? Nous allons divorcer. Et ça ne va pas se passer comme tu l'imagines. Tu as volé 15 000 € de notre compte commun. Tu as dépensé notre épargne retraite pour financer tes aventures. Tu as menti sur des voyages d'affaires. Probablement déduit des impôts d'ailleurs alors que c'était des escapades personnelles. Mon avocat va adorer Pierre à Pali. Tu ne peux pas prouver que cet argent était pour. J'ai levé mon téléphone si je peux. J'ai toutes les preuves. Tes messages à bord, tes photos. Les reçus que j'ai trouvés. Les relevés bancaires. Tout mignon, Valérie s'est interposée. Clovours, s'il te plaît. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Plus difficile? Tu trouves que ce n'est pas assez difficile? Vous m'avez trahi tous les deux. Vous avez ri de moi dans mon dos pendant 3 ans. Vous avez planifié votre futur ensemble pendant que je vivais dans le mensonge. Et je devrais faciliter les choses pour vous. Je ne crois pas. Non. Je vais me battre pour chaque euro, pour chaque bien, pour ma dignité. Vous voulez être ensemble? Très bien. Mais ça va vous coûter cher. Je suis partie de la chambre sans me retourner. Derrière moi, j'entendais Pierre m'appeler mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai couru dans le couloir, les larmes aveuglant ma vision. Dans l'ascenseur, je me suis effondrée contre la paroi. Qu'avais-je fait pour mériter ça? Qu'avais-je fait de si terrible pour que l'univers me punisse ainsi? J'avais été une bonne épouse,
Une bonne mère remote à une bonne amie. Et voilà comment on me remerciait. Par la trahison, par le mensonge. Par l'abandon, dans le hall de l'hôtel, les gens me regardaient avec curiosité. Je devais avoir l'air d'une folle avec mon maquillage ruiné et mes sanglots incontrôlables. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me souciais plus du regard des autres. Je ne me souciais plus des apparences. Ma vie parfaite était détruite. Plus besoin de faire semblant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit. Pas vers chez moi. Pas vers chez mes enfants. J'avais juste besoin de rouler, de mettre de la distance entre moi et cette scène horrible. J'ai fini par m'arrêter sur une aire d'autoroute. J'ai appelé Sophie en marre. Maman, tu l'as fait? Sa voix était inquiétante, oui, je l'ai fait. Mais c'était pire que tout ce que j'imaginais. Ce n'était pas Amélie dans le Laïgil, c'était Valérie. Il y a eu un silence abasourdi. Valérie est notre marraine Valérie, la femme de Bernard. Oh, maman, je suis tellement désolée. Je lui ai tout raconté. Les 3 ans de liaison. Les plans de divorce, la froideur de Pierre, les pleurs de Valérie. Sophie écoutait, poussant des exclamations choquées de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maman, je sais que c'est horrible. Mais d'une certaine manière, c'est une libération. Tu n'as plus à vivre dans le mensonge. Tu sais maintenant qui est vraiment papa. Et tu peux commencer à construire une nouvelle vie. Une vie où tu n'as plus à faire semblant. Une nouvelle vie? À 60 ans? Comment tête sexant s'est fonctionné? J'avais construit toute mon existence autour de Pierre, autour de notre famille, autour de notre maison. Qui étais-je sans tout ça? Une femme de 60 ans, sans carrière, sans économie apparemment, avec un cœur brisé en 1000 morceaux. Sophie a dû sentir mon désespoir. Maman, écoute-moi, tu n'es pas seule. Thomas et moi sommes laides, tu es forte. Plus forte que tu ne le penses, tu as élevé 2 enfants. Tu as géré une maison. Tu as survécu à la perte de tes parents. Tu vas survivre à ça au CSC. Et tu sais quoi? Tu vas faire plus que survivre. Tu vas prospérer tes affaires parce que papa ne te mérite pas. Ne t'a jamais mérité. Ces paroles m'ont fait pleurer encore, mais cette fois, c'était des larmes différentes. Des larmes mélangées à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi. La maison était vide et silencieuse. Chaque pièce me rappelait Pierre. Nos photos sur les murs. Ses affaires éparpillées un peu partout. Son odeur dans les draps. Tout était devenu toxique. J'ai commencé à emballer ses affaires. Ses vêtements, ses livres. Ses dossiers, tout ce qui lui appartenait. Je voulais l'effacer de mon espace, créer une zone où je pouvais respirer sans être suffoquée par les souvenirs. Thomas est arrivé avec des cartons. Sans que je lui demande, il avait compris ce dont j'avais besoin. Nous avons travaillé en silence, remplissant carton après carton, 35 ans de vie commune emballée en quelques heures. C'était tellement facile finalement. Trop facile peut-être. Quand nous avons eu fini, il y avait une vingtaine de cartons empilés dans le garage. Voilà tout ce qui reste et je murmurais. C'est pas que j'ose pour représenter tant d'années. Thomas m'a serré dans ses bras. Ce qui reste, c'est nous, maman, Sophie et moi. Et tous les bons souvenirs que tu as créés. Papa ne peut pas t'enlever ça. Il ne peut pas effacer la mère extraordinaire que tu as été, que tu es encore. Pierre est rentré le dimanche soir, comme prévu. Il a trouvé ses affaires dans le garage et moi, assise dans le salon avec mon avocat. Oui, j'avais appelé un avocat, un bon. Le meilleur que mes enfants avaient pu trouver. Une femme réputée pour être impitoyable dans les divorces, elle s'appelait Maître Dubois et elle avait un regard qui ne laissait aucune place au compromis. Pierre s'est figé en la voyant. « Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne plaisantais pas? Nous allons divorcer et ça va se faire selon mes conditions. » Maître Dubois a pris la parole. « Monsieur Moreau, nous avons rassemblé des preuves substantielles de votre infidélité, de vos détournements de fonds du compte commun, et de vos mensonges répétés sur vos déplacements professionnels. Ma cliente demande la totalité de la maison, la moitié de vos biens professionnels. Et le remboursement intégral des 15 000 € que vous avez soustraits du compte d'épargne commun. De plus, elle demande une compensation financière pour le préjudice moral subi. Pierre était devenu cramoisin, c'est ridicule. Je ne vais jamais accepter ça. L'avocate a souri froidement. Vous n'avez pas vraiment le choix. Les preuves sont accablantes. Si nous allons au tribunal, non seulement vous perdrez financièrement, mais votre réputation en prendra un coup. Un architecte respecté qui trompe sa femme avec sa meilleure amie et détourne l'argent du couple. Les journaux locaux adoreraient cette histoire. Pierre a regardé vers moi. Cherchant pas été une trace de l'épouse docile que j'avais été, mais cette femme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avait découvert qu'elle avait une colonne vertébrale. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon juridique. Pierre essayait de négocier. Il voulait garder plus d'argent. Il prétendait que la maison devait être vendue et le produit divisé. Mais j'ai tenu bon. Maître Dubois était fantastique. Elle démontait chaque argument, produisait chaque preuve au bon moment.
Les messages entre Pierre et Valérie étaient particulièrement dommageables. Ils parlaient de moi avec mépris. La vieille. L'obstacle. Celle qui ne comprend rien. Chaque mot était un coup de poignard, mais aussi une munition pour mon avocat. Bernard, le mari de Valérie, a appris la vérité. Il était anéanti, lui aussi voulait divorcer. Lui aussi voulait faire payer Valérie pour sa trahison. Nous nous sommes rencontrés une fois, Bernard et moi. Deux personnes brisées essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là, comment nos conjoints avaient pu nous faire ça. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons partagé notre douleur. Et d'une certaine manière, c'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Que quelqu'un d'autre comprenait exactement ce que je ressentais. Les enfants de Valérie, de jeunes adultes comme les miens, étaient horrifiés par le comportement de leur mère. Ils avaient toujours vu Pierre comme un oncle. Découvrir la liaison avait été un choc terrible. Les relations familiales étaient détruites. Les dimanches ensemble n'existaient plus. Les vacances communes étaient impossibles. Tout le tissu social que nous avions construit pendant des années s'était effiloché en quelques semaines. Et tout ça parce que deux personnes égoïstes avaient décidé que leur plaisir personnel était plus important que tout le reste. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. J'ai obtenu la maison, comme je le voulais. Pierre devait me rembourser les 15 000 € plus les intérêts. J'ai obtenu une partie de ses biens professionnels, ce qui me garantissait un revenu. La compensation pour préjudice moral était substantielle. Mon avocat avait été impitoyable, utilisant chaque élément à ma disposition. Pierre était furieux. Il trouvait le jugement injuste. Mais pour moi, aucune somme d'argent ne pourrait compenser ce qu'il m'avait fait. L'argent était juste un moyen de survivre. Pierre et Valérie ont emménagé ensemble dans un appartement en ville. Leur grande histoire d'amour confrontée à la réalité quotidienne. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'ils se disputaient souvent, que l'appartement était trop petit, que Valérie regrettait parfois sa décision, que Pierre la trouvait trop possessive maintenant qu'ils vivaient ensemble. L'herbe n'était pas aussi verte de l'autre côté de la clôture, mais je ne ressentais aucune satisfaction à ces nouvelles. Juste une profonde tristesse pour le gâchis de tout ça. Les premiers mois seuls dans la maison ont été difficiles. Le silence était oppressant. J'étais habituée à la présence de Pierre, même quand nous parlions pas. J'étais habituée à cuisiner pour deux, à mettre 2 couverts, à voir quelqu'un avec qui partager les petits moments du quotidien. Maintenant, il n'y avait que moi et mes pensées n'étaient pas toujours agréables. Je ressassais. Je me demandais ce que j'aurais pu faire différemment. Si j'avais été une meilleure épouse, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Sophie et Thomas venaient me voir souvent. Ils m'ont encouragée à reprendre des activités, à sortir de la maison, à rencontrer des gens. J'ai commencé à suivre un cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai découvert que j'aimais ça, que j'étais même plutôt douée. Le professeur disait que j'avais un œil pour les couleurs. Chaque semaine, j'attendais ce cours avec impatience. C'était mon moment à moi, mon espace où Pierre n'existait pas. J'ai aussi rejoint un club de lecture, un groupe de femmes qui se réunissaient 1 fois par mois pour discuter de livres. Au début, j'étais timide, je ne savais pas comment me présenter. Devais-je mentionner le divorce ? Devais-je expliquer pourquoi une femme de 60 ans serait trouvée soudainement seule ? Mais personne n'a posé de questions indiscrètes. Nous parlions de littérature, de nos vies, de nos expériences. Plusieurs femmes du groupe avaient aussi vécu des divorces. Leurs histoires étaient différentes de la mienne, mais la douleur était similaire. Nous nous soutenions mutuellement sans même avoir besoin de le dire explicitement. 1 an après le divorce, j'ai reçu une lettre de Pierre. Il voulait me parler. Il disait qu'il regrettait, qu'il avait fait une terrible erreur, que Valérie n'était pas celle qu'il croyait, qu'ils s'étaient séparés. Il voulait savoir s'il y avait une chance que nous puissions recommencer. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, essayant de ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse et de la satisfaction. Mais je ne ressentais rien. Pierre était devenu un étranger. Cet homme qui me suppliait de lui donner une seconde chance n'était plus personne pour moi. J'ai répondu par une courte lettre. Je lui disais que c'était trop tard, que trop de choses s'étaient passées, que je ne pourrais jamais lui refaire confiance. Et surtout, que je ne voulais plus. Que j'avais découvert que je pouvais être heureuse seule. Que je n'avais pas besoin d'un homme qui ne me voyait que comme une option de secours quand ses autres relations échouaient. J'ai posté cette lettre et je me suis sentie incroyablement légère. Comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules, les années ont passé. 2 ans maintenant depuis cette horrible découverte dans la chambre d'hôtel. Je ne peux pas dire que je suis complètement remise. Certains jours sont encore difficiles, certaines nuits je me réveille et je sens encore la douleur aiguë de la trahison. Mais ces moments deviennent plus rares. De plus en plus souvent, je me réveille avec un sentiment de paix. Je regarde ma vie maintenant et je réalise que même si le chemin a été douloureux, je suis dans un meilleur endroit. Je suis plus forte, plus indépendante, plus moi-même que je ne l'ai jamais été. J'ai vendu certains des meubles qui me rappelaient trop Pierre. J'ai redécoré la maison avec mes propres goûts. Plus de couleurs neutres et sûres.
Maintenant les murs sont jaunes et bleus, lumineux et joyeux. J'ai transformé l'ancien bureau de Pierre en atelier de peinture. C'est mon sanctuaire. L'endroit où je crée, où je rêve, où je me retrouve. Mes tableaux ornent maintenant les murs. Certains sont même assez bons pour que le professeur me suggère de les exposer. Sophie s'est mariée l'année dernière. Une belle cérémonie où Pierre était présent mais distant. Nous nous sommes évités poliment. J'étais là pour ma fille, pas pour lui. J'ai dansé Faire Jerry, j'ai célébré l'amour de Sophie et son mari. Et j'ai prié pour qu'elle ne connaisse jamais la douleur que j'ai connue. Thomas est en couple sérieux maintenant aussi. Il parle de s'installer, peut-être d'avoir des enfants. L'idée de devenir grandmère me remplit de joie. Une nouvelle génération, un nouveau départ pour notre famille. Mes amis se sont divisés après le divorce. Certains ont pris le parti de Pierre. D'autres le mien. Quelques-uns ont essayé de rester neutres, mais c'était difficile. Les amitiés de couple ne survivent pas souvent au divorce. J'ai perdu des gens que je pensais être proches. Mais j'en ai aussi gagné de nouveaux, des amitiés plus authentiques. Des gens qui me connaissent pour qui je suis maintenant, pas pour qui j'étais avec Pierre. C'est étonnamment libérateur de se construire un nouveau cercle social à 60 ans. Bernard et moi sommes restés en contact, pas de manière romantique. Nous sommes juste deux survivants qui se comprennent. Nous déjeunons ensemble de temps en temps. Nous parlons de nos vies, de nos enfants, de nos projets. Il a vendu sa maison et voyage maintenant. Il dit qu'il rattrape le temps perdu. Qu'il fait toutes les choses qu'il voulait faire mais qu'il remettait toujours à plus tard. Je l'envie un peu. Mais je réalise aussi que nous guérissons différemment. Lui a besoin de mouvement. Moi j'ai besoin de stabilité. De reconstruire des racines dans un sol qui m'appartient complètement. J'ai appris des choses sur moi pendant ces années difficiles. J'ai appris que je suis plus résistante que je ne le pensais. Que je peux survivre à des choses qui semblaient insurmontables. J'ai appris que l'amour de soi est plus important que l'amour des autres. Que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour me rendre heureuse. Que le bonheur vient de l'intérieur. Ce sont des leçons que j'aurais préféré apprendre autrement. Mais ce sont des leçons précieuses quand même. Je pense parfois à Mélise, la jeune assistante. Je me demande si elle sait pour Valérie. Si elle se rend compte qu'elle n'était qu'une parmi d'autres. J'espère qu'elle a trouvé quelqu'un qui la mérite vraiment. Quelqu'un qui ne la trompe pas. Qui ne lui ment pas. Elle était jeune et probablement manipulée par Pierre. Je ne lui en veux plus. Ma colère est réservée à ceux qui auraient dû me protéger et qui ont choisi de me trahir. Valérie a essayé de me contacter plusieurs fois. Des lettres A, des messages. Elle veut se réconcilier. Elle dit que notre amitié lui manque, mais je ne peux pas. Chaque fois que je pense à elle, je vois ces images de cette chambre d'hôtel. Je l'entends dire qu'elle aime Pierre, qu'ils sont ensemble depuis 3 ans. 3 ans de mensonges et de trahison ne peuvent pas être effacés par des excuses tardives. Peut-être qu'un jour je pourrai pardonner, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Peut-être ne viendra-t-il jamais. Et je suis en paix avec ça. La maison est vraiment devenue la mienne maintenant. Je l'ai refinancée à mon nom uniquement. J'ai changé les serrures symboliquement même si Pierre n'avait plus les clés. J'ai planté un jardin. Des roses, des lavandes, des herbes aromatiques. Chaque plante représente une partie de ma guérison. Je passe des heures dehors à m'occuper de ce jardin. C'est méditatif, apaisant. La terre entre mes doigts me connecta à quelque chose de plus grand que mes problèmes aisés. La nature ne juge pas. Elle pousse simplement, saison après saison, malgré les tempêtes. Je reçois maintenant mes enfants et leurs partenaires pour le dimanche. Une nouvelle tradition, plus saine que l'ancienne. Nous cuisinons ensemble, nous rions. Nous parlons de tout et de rien. Ces moments sont précieux. Ils me rappellent pourquoi j'ai survécu et pourquoi je continue. Mes enfants sont ma fierté. Même si mon mariage a été un échec, je les ai élevés bien. Ils sont gentils, honnêtes, aimants. Ils sont tout ce que leur père n'a pas été. Ça valait la peine finalement. Ces années n'ont pas été perdues si elles ont produit ces 2 êtres merveilleux. On me demande parfois si je veux rencontrer quelqu'un. Refaire ma vie. Remarier peut-être. Je réponds toujours que je suis heureuse comme je suis. Et c'est vrai. Je n'exclus pas la possibilité d'avoir de la compagnie un jour, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas un besoin. J'ai passé trop longtemps à définir ma valeur par ma relation avec un homme. Maintenant, je me définis par qui je suis moi-même artiste, grandmère, bientôt électrice, jardinière, survivante. Toutes ces facettes qui n'existaient pas vraiment quand j'étais juste l'épouse de Pierre. L'argent que j'ai récupéré du divorce, je l'ai investi prudemment. Je suis conseillée par un bon gestionnaire financier qui m'explique tout clairement. Je ne veux plus jamais être dans une position où quelqu'un d'autre contrôle mes finances. Où quelqu'un peut voler mon argent sans que je le sache. Je comprends maintenant les relevés bancaires, les investissements, les plans de retraite. C'est empowering. Je regrette de ne pas avoir appris tout ça plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Je vois Pierre de temps en temps, de loin, dans la rue, au supermarché. Une fois au restaurant où je dînais avec des amis. Il avait l'air plus vieux, fatigué, ses cheveux ont blanchi. Il marchait voûté. Je l'ai observé brièvement et j'ai ressenti rien.
y amour ni haine. Juste une sorte d'indifférence détachée. Est étrange de réaliser qu'une personne qui a été le centre de votre univers pendant des décennies peut devenir un étrange et complet, mais c'est aussi libérateur d'une certaine façon. Mes petits-enfants sont nés cette année des jumeaux. Un garçon et une fille. Quand Sophie me les a mis dans les bras pour la première fois, j'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie pure. Ces petits êtres innocents représentaient l'avenir. Une page blanche, la continuation de notre histoire familiale mais sans les erreurs du passé. Je leur ai promis silencieusement d'être la meilleure grand-mère possible. De leur montrer ce qu'est l'amour inconditionnel, de les protéger. Et si un jour ils traversent des épreuves, de les aider à se relever comme j'ai dû me relever. À 62 ans maintenant, je peux dire que ma vie n'est pas celle que j'avais imaginée. Ce n'est pas le conte de fées que je croyais vivre avec Pierre, mais c'est authentique. C'est à moi. Je ne vise plus dans le mensonge. Je ne me cache plus derrière des sourires forcés. Je suis libre d'être complètement moi-même avec toutes mes imperfections, mes cicatrices, mes forces nouvellement découvertes. Le jour où j'ai vu cette femme porter ma chemise, j'ai cru que ma vie était finie, que tout était détruit, et d'une certaine manière, c'était vrai. Cette vie-là était finie. Mais une nouvelle a commencé. Une vie que j'ai construite moi-même pierre par pierre, jour après jour, une vie où je suis l'architecte de mon propre bonheur. Pierre était l'architecte de profession, mais c'est moi qui ai finalement appris à construire quelque chose de solide. Quelque chose qui ne peut pas s'effondrer parce qu'il est fondé sur la vérité et l'amour de soi. Si je pouvais donner un conseil à mon moi plus jeune, celui qui découvrait la trahison ce jour-là dans cette chambre d'hôtel, je dirais tu vas survivre. Plus que ça, tu vas t'épanouir. La douleur que tu ressens maintenant semble insurmontable, mais elle passera. Elle se transformera. Et un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à lui depuis des heures, puis des jours, puis des semaines. Et tu souriras parce que tu auras compris que tu as gagné. Pas contre l'Ouest, mais pour toi. Tu auras gagné ta liberté. Ta dignité, tout toi et toi-même. Voilà mon histoire. L'histoire de Chloé. Une femme qui a tout perdu et qui a découvert qu'elle avait tout à gagner. Une femme qui croyait avoir besoin d'un mari pour être complète et qui a appris qu'elle était déjà complète en elle-même. Une femme de soi, sentant qui a recommencé à zéro et qui ne regrette rien. Parce que chaque épreuve m'a rendue plus forte. Chaque larme a lavé de mes illusions. Chaque jour seul m'a appris à m'aimer. La vie continue porce, les saisons changent. Mon jardin fleurit et se fane puis refleurit. Mes petits-enfants grandissent. Mes tableaux s'accumulent. Mes amis rient autour de ma table. Et moi, Chloé, je vissais vraiment en pleine main, sans excuses et sans regrets. La femme qui portait ma chemise m'a involontairement donné le plus grand cadeau. Elle m'a libérée d'une prison dont je savais même pas que j'étais prisonnière. Pour ça, étrangement, je lui suis presque reconnaissante, presque.